Eh bien, écoutez, nous démarrons. Là, je vois qu'on est un peu plus de 100. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère d'abord que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue à ce webinaire MSH France. Je crois que c'est écrit même, c'est le numéro 4. Donc ça y est, ça commence à devenir une habitude. Ce matin, on avait un petit déjeuner avec des nouveaux entrants et on avait plutôt un bon feedback. Donc merci pour vos retours. À l'écran, vous voyez des têtes nouvelles. Vous avez, on voit sa fenêtre derrière, Yann Ménard, que je remercie d'être là. Et Yann, on en parlera tout à l'heure, est le directeur informatique des services informatiques du groupe DioCSI. Donc, merci Yann de t'être rendu disponible. Et puis, une tête nouvelle qui est à côté de moi, parce qu'on est dans la même salle, Laurent Jumel. Et peut-être, Laurent, je laisse te présenter et dire un mot. Oui, merci Frédéric. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je vous ai rejoint tout récemment, lundi dernier, avec beaucoup de plaisir. Peut-être quelques mots sur mon parcours. 20 ans dans l'assurance, d'abord chez AGF, devenu Allianz, dans des fonctions techniques en assurance collective. Puis j'ai pris la responsabilité des produits épargne et retraite d'Allianz en France. Et enfin, la direction des partenariats vie, qui était de l'assurance vie pour les personnes fortunées, pour résumer. Puis j'ai rejoint le groupe CNP Assurance. J'ai monté l'activité d'épargne pour les HMWI, les gens riches. J'ai ouvert le Luxembourg et puis je suis parti sur le Brésil pour m'occuper des activités Amérique latine de CNP Assurance. J'ai fait ça pendant 4 ans du Brésil et je suis revenu il y a un an pour finalement vous rejoindre aujourd'hui, ce dont je suis très heureux et je tiens à préciser que lorsque j'étais expatrié au Brésil, j'étais bien entendu client MSH. Et ça s'est bien passé. Et ça s'est parfaitement bien passé. Super, écoute, bienvenue à toi. C'est une grande première, c'est ta première semaine. Donc, vous l'avez compris, Laurent Jumel va remplacer Laurent Cochet. Alors, Laurent Cochet, on aura le plaisir de t'avoir à nos côtés jusqu'à la fin de l'année. Donc, on aura, je pense, le plaisir de te remercier pour tout ce que tu as apporté à l'entreprise, par ton envie de faire du business, ta connaissance de ce métier, et puis ton accompagnement sans faille des clients et des collaborateurs et des équipes. Voilà, tu vas laisser un grand vide. Je voulais quand même en profiter pour te dire, Laurent, que pour moi, ça a été une chance, un grand plaisir et un réel honneur de t'avoir à mes côtés depuis que je suis arrivé. Donc, merci, merci beaucoup. C'est gentil, j'ai coupé la caméra, vous allez voir que je vais rougir. Voilà, Merci donc Fred. on aura l'occasion de célébrer, mais un grand merci pour tout ce que enfin voilà, pour la façon dont tu es et tout ce que tu as apporté à l'entreprise. Alors, si on passe à l'agenda, on va voir les points habituels avec, je vais vous parler un petit peu des chiffres du groupe, des chiffres de SSH, de notre actu, et puis avec Laurent Cochet, parler aussi un petit peu de l'activité commerciale. La dernière fois, Guillaume Desbarres était venu parler de MSH America. Là, nous avons changé et c'est Dominique Ternay-Bénard. Donc, Dominique, c'est la directrice du réseau médical de MSH qui va venir nous parler de son métier, du réseau. Donc, Dominique est au COMEX et puis nous expliquer, je trouve que c'est un atout compétitif extrêmement important. Donc, nous expliquer un peu voilà, ce qu'on fait avec le réseau, quelle est sa mission, comment on sélectionne nos providers, etc. Donc, c'est un Zoom comme on aime le faire une fois de temps en temps. Et puis, la dernière partie, ce sera Yann. On a tous eu on en reviendra dessus, quelques sujets informatiques. Merci Yann, et je me suis permis de dire à Yann d'attaquer direct avec les problèmes informatiques, de dire tout ce qui a été repéré comme souci et tout ce qui est fait pour y remédier, plutôt que de faire une présentation un peu plus générale sur la DSI Group. Je pense que c'était un petit peu dans vos préoccupations. Donc voilà, encore une fois, merci à toi de venir. Je sais que tu sauras parler sur voilà, ce qui se passe en toute transparence et comment on essaye d'y remédier. Voilà, écoutez, je vous propose peut-être qu'on démarre sans plus attendre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions. Il y en a quelques-unes qui sont arrivées déjà à l'avance et puis vous pouvez en poser à Fabrice comme ça vous a été indiqué. Alors, si on démarre Juste, par... si je puis me permettre, juste préciser que le webinaire est enregistré, donc il y aura un replay et qu'il y aura une petite enquête de satisfaction à l'issue du webinaire. Donc, si vous pouvez prendre juste 5 minutes pour répondre, ça nous permet de nous améliorer. Merci. Merci Fabrice. Et contrairement à la dernière fois, on n'a pas fait de quiz, je crois, cette fois-ci. Voilà, on verra ça pour la prochaine fois. Donc, si on va sur le slide suivant,
Je vais vous donner les chiffres de l'entreprise à fin août qui sont exprimés en euros. Alors, je vais essayer de faire simple. La première colonne qui s'appelle R21, c'est en fait le chiffre d'affaires réalisé, le chiffre d'affaires net réalisé à fin août 2021. La colonne qui s'appelle B 2022, tout simplement, c'est ce que nous avions mis au plan ou au budget. Donc, vous pouvez voir 524 millions, c'était le chiffre que nous visions en termes de budget à fin août 2022. La troisième colonne, celle qui s'appelle R 2022, précise ce que nous avons réalisé à fin août. Donc, vous voyez que R22 étant supérieur à B22, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que nous sommes en avance sur le plan et on le voit après, la quatrième colonne, N versus N-1, c'est l'écart entre le chiffre d'affaires à fin août 2021 avec le chiffre d'affaires à fin août 2022. Donc voilà, en vertical, vous avez l'ensemble des business units avec la photo des patrons. Donc la première, c'est l'IARD, DSCS. Ensuite, vous avez les assurances de personnes en France, PSC. Vous avez ensuite notre entité MSH, les Suisses, la partie des spécialités avec notamment le notariat, la gestion de captives et ces choses-là. Et puis le crédit que vous aviez eu l'occasion de voir, puisque Philippe Puvintos était venu vous présenter l'activité de DioCSI Trade Finance lors d'un précédent webinaire. Donc, vous voyez la performance de chacun. Qu'est-ce qu'il faut retenir? D'abord, c'est qu'à fin août, on a des revenus qui sont en progression de 10%. Si vous voyez la croissance, donc on regarde ce qu'on a réalisé en fin août 2022 versus fin août 2021, il y a une croissance à l'intérieur de 10%, alors que si vous regardez les trois dernières colonnes qui présentent le réalisé à l'année complète sur 2021, ce que nous avions au budget pour l'ensemble de l'année 22, vous voyez que nous avions prévu une croissance de 6%. Donc, on est en avance puisqu'on est à 10% de croissance à ce jour, enfin fin août, nous avions plutôt prévu 6%. Et vous voyez d'ailleurs, N versus B, c'est le réalisé par rapport au budget. On fait 13 millions de mieux que le budget. Alors, quelques petits éléments quand même à apporter. Nous avons des effets de change. En fait, quand l'euro s'affaiblit et qu'on convertit ce que nous avons en revenus en dollars canadiens, en francs suisses, en renminbi, eh bien, en fait, ces revenus sont supérieurs. Si j'avais un dollar canadien en fin d'année dernière, je crois qu'il était à 0,7. Aujourd'hui, il est à 0,75. Donc, ce même dollar que j'ai toujours dans mes comptes, en euros, il s'exprimait à 0,7. Maintenant, il s'exprime à 0,75. Et sur cette partie-là, il y a 5 millions d'effets de change. Donc, en fait, dans le gain que vous voyez par rapport au budget, il y en a pas la moitié, entre un tiers et la moitié, qui est tout simplement pas le résultat d'une performance commerciale différente, qui est simplement le résultat du fait que globalement, par rapport à un certain nombre de devises dans lesquelles nous opérons, l'euro s'est déprécié. Et donc, quand on convertit en euros, ça fait plus de revenus. Mais globalement, on ne va pas bouder notre plaisir. On avait un budget et un plan ambitieux avec une croissance de 6% et nous sommes en avance. Vous voyez d'ailleurs, si on regarde par business unit, que ceux qui performent bien par rapport au plan et en croissance intrinsèque, donc je vais prendre ceux qui ont des croissances à 2 chiffres supérieures à 10%, il y a l'IARD qui marche très bien et qui est porté sur l'activité maritime notamment. On avait déjà eu l'occasion d'en parler. Vous avez MSH, donc vous voyez que nous avons une croissance de 14%. Alors, on le verra après, nous, on est bien porté par les effets de change et on avait au plan une croissance de 13%. Et puis, vous voyez l'activité crédit qui se porte bien également parce que dans le monde actuel, il y a des craintes. Donc, les gens achètent plus de couvertures de crédit pour protéger les crédits qu'ils ont par rapport à des fournisseurs, par exemple. Et puis, c'est également porté par l'inflation et les évolutions du chiffre d'affaires. Donc voilà, je vous redis ce que j'avais dit un peu la dernière fois. D'abord, il faut rester prudent parce qu'on opère dans un marché et dans un contexte international et économique local qui ne sont pas les contextes les plus simples en ce moment. Donc voilà, l'environnement reste difficile. Donc prenons les bonnes nouvelles maintenant, mais restons vigilants par rapport à l'avenir. Et puis effectivement, il y a un certain nombre d'éléments de performance qui ne sont pas forcément récurrents
comme l'évolution des risques de guerre sur les navires. Ça nous fait des revenus en plus, ça ne durera pas. Mais voilà, ne boudons pas notre plaisir. On a une croissance de 10%, donc c'est une très belle performance. Et bravo, y compris aux équipes de MSH, puisque vous voyez qu'on n'est pas en reste de notre côté. Si on passe au slide suivant, on va faire un zoom sur MSH. Donc là, vous allez avoir exactement la même chose que ce que vous avez vu précédemment, mais simplement, on est uniquement sur MSH et au niveau des lignes, sur ce qui est vertical, vous avez les différentes business units, MSH China, la France, le Canada, les Émirats, Dubaï, l'Allemagne et Singapour. Donc, vous voyez ce qu'on retrouve, les chiffres. On a une croissance de 14% fin août 2022 versus fin août 2021. Et par rapport au plan, on a une avance de 2 millions. Les 2 millions, en fait, c'est intégralement des effets de change. Donc, en fait, sans les effets de change, nous serions au plan. Si on regarde un tout petit peu plus dans le détail, on voit que la Chine a une très très belle performance. Ce n'était pas chose gagnée, puisqu'en début d'année, il y a eu un confinement extrêmement dur en Chine. Donc on était même plutôt inquiet sur ce qui allait se passer. Et finalement, ils arrivent, malgré les difficultés qu'ils ont eues dans le confinement, malgré l'économie qui a été un petit peu difficile, de sortir très très bien leur épingle du jeu. Et vous voyez une très très belle croissance de 18%. Il y a des effets de change à l'intérieur, bien sûr, mais qui est quand même très très bien. Au niveau de la France, vous voyez que nous sommes la seule entité, MSH France, à avoir une croissance négative. Donc on voit que c'est un peu plus difficile. Comment on l'explique? D'abord, on avait une très belle année 2021. Donc on a ce qu'on appelle un effet de base. On compare une année assez boostée 21 par rapport à 2022. Ensuite, au niveau de MSH France, par rapport à d'autres pays, nous avons beaucoup plus d'expatriés. Vous avez vu que les Canadiens ont beaucoup d'impatriés, d'étudiants, les Chinois ont beaucoup de locaux. Nous, on est dans notre cœur du métier sur des expatriés, corporate et individuels. Et avec ce qui s'est passé, le confinement sévère en Chine qui a aussi impacté Hong Kong, la guerre en Russie et en Ukraine, on a 3 à 4% de nos effectifs qui se sont réduits, de nos clients. Parce que quand une entreprise française rapatrie ses collaborateurs qui étaient en Russie, elle les met en général sur un contrat local français. Et donc, la partie qui était sur le contrat que nous avions va être réduite d'autant. C'est un effet donc je vous l'ai dit, de l'ordre de 3%, donc ça nous impacte quand même. Et puis, on avait également, alors sans entrer trop dans la technique, une baisse des effectifs depuis plusieurs années sur les États-Unis. Et aux États-Unis, il y a un truc qu'on appelle le repricing. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si on a moins de monde qui se font soigner aux États-Unis, on a moins de revenus liés à cette partie qui s'appelle le repricing. Voilà, donc ça explique pour la France le fait que nous n'avons pas une progression aussi intéressante que les autres, ce qui explique, enfin, ce qui rappelle du coup également l'importance d'aller chercher du développement au niveau de MSH France pour essayer de contrecarrer ces vents contraires. Si je continue, le Canada se passe très bien. Il y a une activité qui se porte bien sur les étudiants, même si on avait presque plus d'ambition. En revanche, les bonnes nouvelles au Canada, leur activité gestionnaire pour compte d'assureurs décolle beaucoup et ils ont une activité au Canada qu'on n'a pas ailleurs qui est le travel. Et en fait, le travel, donc le voyage, pardon, a rebondi en fait beaucoup plus post-Covid que ce à quoi nous nous attendions. Et donc le Canada surfe là-dessus. Au niveau des Émirats, on a des bons chiffres. Je mets une petite dose de warning, c'est qu'aux Émirats, nous nous attendions à avoir du business en provenance de la Libye qui devait arriver sur septembre, octobre, novembre. Donc, vous ne le voyez pas dans les chiffres, mais nous savons que ce business n'arrivera pas. Et donc, les prochains chiffres de la Libye vont montrer que ça va se tasser et que la croissance ne sera pas celle que vous voyez aujourd'hui, parce qu'on sait que les indicateurs de vente ne sont pas aussi bons par rapport à ce que nous avions mis sur le dernier trimestre, notamment concernant la Libye. L'Allemagne fonctionne à merveille. Ils ont une activité plutôt sur des produits individuels et ETI, sur ce que j'appelle des produits packagés, qui marchent très très bien. Il y a, je trouve, un practice remarquable de MSH en Allemagne sur ce segment de marché. Et puis, ils font également un petit peu de conseil. Et il y a beaucoup de demandes par rapport au conseil. Et puis, on voit en revanche celui qui est à la peine, un peu à notre surprise, puisque on entend dire qu'il y a un report des expatriés de Hong Kong vers Singapour et Dubaï. C'est Singapour, puisque vous voyez qu'ils ont une croissance finalement faible de 5%, alors qu'on s'attendait à un rebond post-Covid et qu'ils sont en deçà en fait de ce que nous avions prévu pour le budget. Voilà, donc au global,
Bravo à l'ensemble des équipes, puisqu'on a une croissance de 14%, avec, vous le voyez, à l'intérieur, et c'est l'avantage d'être sur beaucoup de pays, des pays qui cette année vont tirer la croissance comme la Chine ou le Canada, des pays un peu plus en retrait comme la France ou Singapour, et sur lesquels on devra compter à l'avenir évidemment, et c'est l'avantage d'avoir un peu un moteur, un avion avec plusieurs réacteurs, et il y en a toujours un qui tire et qui permet de continuer à prendre de l'altitude. Voilà pour la partie chiffres. Si on va sur le slide suivant, on va être sur la partie un petit peu notre actualité. Voilà, Fred, donc il y dans avait les juste bonnes... une petite demande de précision sur les slides, de savoir où était positionné Tunis dans les chiffres. Zoé, si tu peux juste revenir en arrière et de savoir si les chiffres qui étaient donnés étaient bien individuels plus collectifs. J'en profite Donc parce on a qu'on est individuel dessus. plus collectif. Tunis aujourd'hui n'est pas un centre qui crée du chiffre d'affaires, c'est un centre d'excellence. Donc nous avons des collaborateurs qui travaillent pour le bureau de Dubaï et pour le bureau de Paris. Et Tunis aujourd'hui dépend de Dubaï en termes de juridique, mais il n'y a aucun chiffre d'affaires enregistré au niveau de Tunis. Donc en fait, les chiffres d'affaires que vous voyez, c'est Dubaï pour le chiffre d'affaires généré par Dubaï en tant que bureau et la France pour le chiffre d'affaires généré par la France, même si Tunis va prester pour l'un ou pour l'autre. Je ne sais pas si ma réponse est claire, mais Merci. voilà. Dans l'actualité, je ne vais pas trop en parler puisque ça sera un petit peu l'objet de l'intervention de Laurent, mais ravi de voir que nous avons eu quelques succès commerciaux récemment. J'avais passé une alerte il y a 2 webinaires en arrière, je crois, sur le fait que nous avions un nombre de clients en défense, donc sur lequel on se sentait en risque, beaucoup plus important qu'à l'accoutumée, et sur le fait qu'il fallait, et c'est toujours le cas, hein, être vraiment orienté client, essayer de se mettre à la place du client sur l'ensemble de ce que nous faisons pour s'assurer qu'on répond rapidement, on gère les attentes et on évite, enfin, on pense vraiment client dans l'ensemble de nos démarches et à tout niveau de l'entreprise. Ce que l'on voit, c'est qu'on a beaucoup moins de clients en défense, sachant qu'on a tous mouillé le maillot, je vous remercie, et que pour certains clients, on a vendu les transformations et les évolutions que nous souhaitons venir. Donc voilà, je reste quelqu'un de prudent, soyons vigilants, mettons en œuvre l'ensemble des éléments de la transformation que nous voulons faire, puisque certains clients ont dit, OK, j'attends, je vais voir ce que vous me racontez, ça a l'air pas mal, je vois de l'amélioration, donc finalement, je ne vous mets pas en appel d'offres cette année, mais je réserve le droit de le faire l'année prochaine. Ce qui veut dire également qu'il faut bien préparer les renouvellements. Sur le dernier trimestre, on a beaucoup d'affaires qui vont se renouveler au 1er janvier. On est dans un contexte qui n'est pas simple, avec des assureurs qui vont demander des revalorisations importantes, en partie liées à l'inflation, en partie liées à un rattrapage sur les frais de santé post-Covid. Donc, il va falloir servir les intérêts de nos clients, défendre nos clients par rapport à ces demandes de revalorisation, mais aussi s'assurer quand même que nous pilotons à peu près les résultats de nos clients, parce qu'on sait que si on loupe une revalo une année, ça sera plus violent l'année suivante et qu'on n'aime pas les à-coups, surtout nos clients. Donc voilà, il faut trouver, et c'est un peu une ligne fine, on doit marcher sur le fil pour arriver à trouver la bonne équation pour satisfaire notre client, mais en même temps s'assurer que le pilotage des résultats tombe correctement. On est aussi dans un contexte d'inflation qui fait que lorsque nous sommes, et Laurent en reparlera peut-être un petit peu, en tout cas je sais qu'il a passé le message aux équipes, lorsque nous sommes payés en euros, il va falloir aller expliquer à nos clients que là où nous touchions 100, il faudrait qu'on touche 105, 106, 107, puisqu'on s'attend à une inflation dans nos propres coûts et que donc il faut qu'on passe plus dans nos revenus parce que sinon, si on a plus de coûts et pas plus de revenus, on sera en difficulté. Et puis, c'est toujours l'occasion, lors des renouvellements, notamment si on crée de la satisfaction client, d'aller vendre des services additionnels comme le check-up ou des choses comme ça, ou essayer de faire un petit peu d'upsell. Dans notre actualité, on a lancé le projet Golden Gate, donc je pense que tout le monde voit ce que c'est. C'est mené par Laurent Bonnotte, qui est en charge de la transformation des opérations. Donc, il y a eu un certain nombre de webinaires réalisés qui ont touché toutes les business units. Donc, Laurent a balayé du Canada jusqu'à l'Asie en faisant plusieurs webinaires pour présenter le projet, les différents chantiers. Et merci à ceux d'entre vous qui ont accepté de rentrer dans des groupes de travail puisque l'objectif, c'est vraiment de vous écouter. Je pense que c'est sur le terrain qu'on sait le mieux ce qui serait à faire. Donc, de faire
un premier temps d'écoute pour voir l'ensemble des choses qui sont à faire et ensuite organiser un plan pour transformer nos opérations et être plus centré sur nos clients. Voilà, dans l'actualité, on rentre en plein dans les process budgétaires. Donc, ce truc un peu, j'allais dire casse-pied, mais il faut le faire pour voir ce qu'on va prévoir l'année prochaine. C'est aussi le moment de voir les ressources dont nous avons besoin. Et nous avons d'ailleurs, à ce titre, je vous le dis, sachant que je dirais vos attentes, ce n'est pas acté, mais nous cherchons, et on a eu un échange encore ce matin avec Yann, à acter une accélération des investissements sur les parcours clients ou les parcours prospects. Donc, je peux être par exemple sur les espaces assurés ou les applis d'un côté ou sur le tunnel de vente de l'autre. Donc là, on est plus sur le parcours prospect de manière à accélérer sur notre digitalisation. Et puis, on a pas mal de recrutements et je voulais simplement vous dire que au dernier webinaire, lorsqu'il y avait Isabelle Écoute, la question de la prime de cooptation avait été évoquée. Je crois que l'un d'entre vous avait posé la question. C'est quoi la prime de cooptation? Je sais qu'il y a un poste ouvert chargé de compte. Alors, moi, en tant que directeur, je pense que je n'ai pas le droit, mais chargé de compte chez Laurent. Je connais quelqu'un dont je pense qu'il serait intéressé par nous rejoindre et il pourrait rentrer sur ce poste. L'indique, je le présente à Laurent et à la RH. Si cette personne est recrutée à la fin de sa période d'essai, je touche une prime. Donc, on avait évoqué cette idée. Moi, j'ai le plaisir de vous dire, alors elle n'est pas encore annoncée par la RH, donc je ne vais pas vous donner le détail maintenant, mais j'ai le plaisir de vous dire que ça a été acté. Donc, oui, merci, parce que les questions, ça marche, ça fait réagir. Et donc, n'hésitez pas, d'abord, si vous ne connaissez pas l'ensemble des postes ouverts chez nous, de le demander à votre directeur pour savoir où est-ce que nous recrutons. Je sais que chez Stéphanie, il y a des postes ouverts, je pense au commerce à l'individuel, par exemple. Si vous voyez des gens qui pourraient être intéressés, n'hésitez pas à les référencer. D'abord, c'est important pour la boîte, ça nous aide à faire entrer des forces vives dans l'entreprise, mais en plus, vous serez rémunéré par cette prime de cooptation. Voilà, deux derniers points. On a appelé ça le Rex du Flex. J'avais eu des questions sur un webinar par rapport au est-ce qu'il faut qu'on lisse le temps? Vous savez, dans les jours télétravaillés, on se rend compte que les gens sont beaucoup à la maison, par exemple le vendredi. Et j'avais eu la question, est-ce que Frédéric, vous allez lisser pour que on ait une présence un peu meilleure dans les jours de la semaine? Donc, en fait, ce qu'on avait convenu et on le lance maintenant, c'est de faire un retour d'expérience. Donc, REX veut dire retour d'expérience sur le Flex Office. Et du coup, je vous encourage soit à utiliser l'adresse email que vous voyez à l'écran pour faire vos retours et vos feedbacks, soit à utiliser vos ambassadeurs. Je crois que c'est Julie Pinault et Bruno Wang, je crois, ou même votre manager, de manière à ce que nous puissions avoir vos retours sur comment vous vivez le flex office, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, est-ce qu'il y a des choses comme ça. Ne nous parlez pas forcément des problèmes informatiques. Yann va vous en parler. On est relativement au fait. Voilà, là-dessus, on a déjà pas mal d'idées. Yann vous dira tout ce qui est prévu. Mais n'hésitez pas à nous remonter. Et on a dit qu'en novembre, on regarderait tous les retours que vous ferez. Et à ce moment-là, on verra comment on doit agir. Par exemple, on constate déjà que sur 6 zones, Batignolles, on est parfois à l'étroit. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre un peu plus d'espace parce qu'au global, dans le bâtiment, on n'est pas autant à l'étroit ou est-ce qu'il faut trouver d'autres solutions? Donc voilà, mais n'hésitez pas à remonter vos retours, c'est important pour nous. Et puis le dernier point est la présence de Yann est là pour un petit peu le légitimer. On a eu, et on ne va pas se cacher, des problèmes informatiques. On a été coupé sur des WebEx. On a eu des problèmes de Wi-Fi. On a eu des problèmes de téléphonie. On a eu Citrix qui est tombé par moment. On a eu, je crois, des demi-journées où on n'arrivait plus à passer des appels téléphoniques. Donc, d'abord, je voulais vous remercier pour votre patience parce que c'est un gros irritant. Je voulais vous dire que c'est pris extrêmement sérieusement par le groupe et c'est justement un des points que Yann va aborder en expliquant ce qui est prévu, ce qui s'est passé. Mais voilà, je ne pouvais pas le passer sous silence en termes de l'actu des derniers mois, puisqu'on l'a tous un peu subi. Et je voulais vous remercier d'avoir réussi à continuer à tenir la barre avec voilà, des irritants qui parfois le matin ou dans la journée pouvaient être assez agaçants. Voilà pour la partie actu et message. Tu m'arrêtes, Fabrice, il y a des questions parce que je les regarde pas enfin, je les vois pas forcément. Je ne t'entends pas si tu parles.
Oui, il y a quelques questions qui correspondent à ce qu'on vient de voir. Donc sur la prime de D'accord. cooptation, pour savoir si, elle concerne tout audio CSI ou juste MSH. Alors en fait, comme c'était venu d'une de vos questions, initialement, la RH ne la mettait que sur MSH et j'ai en test, en pilote, et je trouve que c'est un peu idiot parce qu'on a des besoins de recrutement partout dans le groupe, donc je suis quasi sûr de moi qu'ils ont décidé de la mettre sur l'ensemble du groupe. Et je pense que Merci. ça va être annoncé prochainement. Petite question, complémentaire. Je ne sais pas si on a tous les détails, mais la question était posée de savoir si c'était un montant fixe ou un pourcentage du salaire. C'est un montant fixe, ce que j'ai vu. Encore une fois, quand elle va être annoncée, peut-être qu'ils sont en train de faire des réglages, mais ce que j'ai vu, c'est un montant fixe qui serait payé moitié tout de suite, moitié à la fin de la période d'essai pour un CDI et une somme plus faible pour un CDD. D'accord, merci. J'ai pas Autre vu de limite. question. Si vous en faites rentrer 10, j'ai l'impression que vous avez le droit à 10 fois, mais bon, voilà, dans ce que j'ai vu, j'ai pas vu ça, mais regardez plus la formation quand elle circulera, je pense qu'ils donneront plus de détails et les montants. Alors, il y a également une question sur le fait de savoir, quand les objectifs 2023 seraient-ils partagés? D'accord. Alors, là, on est justement en phase budgétaire, donc on est en train de voir ce qu'on peut réaliser en affaires nouvelles et je suis assez volontaire pour qu'au niveau de la France, on aille chercher une croissance voilà, meilleure que ce que vous avez vu. Comme par ailleurs, également temps, je voudrais qu'on aille chercher des investissements informatiques supérieurs à ce que nous avions d'habitude. C'est difficile si j'ai une copie avec un chiffre d'affaires pas hyper sexy et une demande d'investissement informatique supérieur à l'habitude. Donc, ça, c'est en phase de consolidation. Ça se fait dans les équipes d'Amandine avec Marie, au niveau de nos BU et au niveau de la France. Il va y avoir des itérations, parce qu'il y aura des demandes de postes avec. On va regarder l'ensemble, comment l'équation économique de l'ensemble se réalise. Et à partir de en général, il y a une ou deux itérations. Donc, à partir de décembre, je pense qu'on aura le budget. Une fois qu'on a le budget, on peut un peu plus facilement le décliner en disant ça fait tant d'affaires nouvelles que l'on vise, ça fait tant de ratios de pertes qui sont en général assez faibles. Sachant que c'est fait par Patrick sur le chiffre d'affaires, on regarde les revalorisations, on regarde les évolutions de la démographie, ce qu'on a réalisé en affaires nouvelles déjà. Et donc, on pourra venir vous en parler. Je suis pas sûr qu'on le fasse en décembre, mais peut-être qu'on aura l'occasion de vous en parler en janvier. Je fais un clin d'œil à Dominique qui a plein de bonnes idées de ce qu'on pourrait faire en janvier pour venir vous parler des objectifs et du lancement de l'année. Merci beaucoup. Dernière question à ce stade, de savoir si des mesures salariales sont prévues pour les collaborateurs pour tenir compte de l'inflation galopante? Alors, c'est une bonne question. Je vais faire une réponse hyper poétiquement correcte et je ne pourrai pas aller plus loin. Euh, c'est un sujet qui se traite avec les représentants du personnel, avec les CE. Il y a ce qu'on appelle la NAO, négociation obligatoire en entreprise. Je ne sais pas pourquoi on dit A d'ailleurs, je crois que c'est négociation annuelle obligatoire en entreprise. Je crois que c'est ça. Donc la question qui se pose, c'est doit-on accélérer les NAO, donc ces négociations, pour discuter de ce que seront les enveloppes d'augmentation à venir et j'ai aucun doute que les représentants du personnel feront valoir le contexte d'inflation. À nouveau, au niveau de la direction, on s'assurera que l'équation économique entre l'augmentation de nos revenus liés à l'inflation et ceux qui sont plus ponctuels, il faut qu'on s'assure qu'on puisse toujours faire des résultats pour investir dans l'avenir. Mais j'ai aucun doute qu'il y aura une discussion. Donc, ça se passe au niveau du groupe avec les représentants. Donc, je ne peux rien dire de plus. Il y a également, j'ai aucun doute, une discussion, et je crois même que là, ça s'ouvre demain avec les CE sur ce qu'on appelle la prime Macron et qui doit s'appeler maintenant la prime pour le partage de la valeur et qui concerne les gens qui ont un salaire brut annuel inférieur à 3 fois le SMIC. Donc, on parle de l'ordre de 60 000 euros. Donc, les gens qui gagnent moins de 60 000 euros en brut annuel. Euh, peuvent bénéficier, si l'entreprise, bien sûr, y donne droit, à une prime Macron qui est désocialisée. Donc, il n'y a pas de charge patronale, pas de charge employée, et défiscalisée, je crois, et donc il n'y a pas d'impôt sur les revenus dessus. Donc, je sais que
pareil, ça va être une discussion qui va avoir lieu et je crois que là, ça s'ouvre cette semaine comme débat. Donc, voilà, je peux pas vous faire de réponse, je n'ai pas à faire de réponse. C'est vraiment une négociation entre les représentants et la direction et la DRH, mais j'ai aucun doute que les représentants vont amener ce contexte d'inflation pour demander ce qui est fait. Merci beaucoup. On peut peut-être passer à la suite avec Laurent. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci Fred pour ton introduction et la bienveillance dont tu as fait preuve d'ailleurs depuis ton arrivée. Ça va être un déchirement pour moi de quitter cette maison dans laquelle j'ai travaillé depuis 26 ans et je voulais juste la profiter d'avoir un bon nombre de collaborateurs et messages pour vous remercier tous de cette belle aventure, puisque les succès sont toujours des succès d'équipe. Et je souhaite évidemment tout le meilleur à Laurent Jumel. J'attends ma prime de cooptation, non je blague. Euh, voilà, Laurent s'inscrira dans la continuité et son dynamisme seront un atout majeur pour MSH. Sur ce, un petit point d'étape rapide de l'activité commerciale à octobre. Donc, comme l'a dit Fred, effectivement, une dynamique commerciale assez forte, notamment sur le marché OI-ONG. Donc, il y a beaucoup de dossiers en cours. Je rappelle là le succès du MOFA Irak. Le contrat a été signé la semaine dernière, donc j'avoue qu'on était encore dans nos petits souliers parce que c'est un dossier qui est parfois plein de surprises. Donc on a été plus que soulagés d'avoir des photos de la signature officielle à l'ambassade d'Irak à Paris, contrat signé avec AXA, effet rétroactif 1er juillet, ce qui met un peu de beurre dans les épinards également. Voilà, donc beau dossier qui s'inscrit clairement dans notre stratégie de développer ces marchés-là. Oui, ONG, corps diplomatique et autres. Donc, c'est un plaisir de retrouver ce client, puisque certains n'auront pas oublié qu'il a été client chez nous pendant un an. On est dans la dernière ligne droite sur bon nombre de dossiers. J'en ai cité quelques-uns et merci à tous pour votre mobilisation. C'est pas facile de devoir mener de front des appels d'offres et une campagne de Revalo qui a démarré. Mais nous sommes dans la dernière ligne droite pour certains dossiers, le plus emblématique étant la Banque africaine de développement en santé, dossier auto-assuré, géré par ENER depuis de nombreuses années. On a, nous, la prévoyance, comme vous le savez sans doute, et on se bat. Nous avons fait un bon oral il y a maintenant pas loin de 2 semaines, je crois, et nous attendons la suite des opérations pour ce dossier qui, s'il devait se faire, serait à effet du mois d'avril 2023. Les bilans de santé BI, on vient d'apprendre que l'appel d'offres avait été annulé, comme la fois précédente. Donc, aucun acteur n'a répondu au cahier des charges, donc c'est dommage pour nous, belle opportunité. Ça n'empêche pas que globalement, les bilans de santé ont été bien vendus, merci à vous tous. On a des belles références maintenant sur une offre perfectible qui s'améliore et voilà, je pense que c'est là aussi un axe de développement important pour notre maison dans les années à venir. Pour en revenir sur les dossiers en cours, donc pas mal d'appels d'offres, le plus emblématique étant le personnel hors États-Unis, UN, UNDP, UNICEF, soit 130 000 têtes. Donc 130 000 têtes, c'est colossal pour nous. On n'a jamais, il n'y a pas un dossier sur la place de cette taille, auto-assuré, tenu par Cigna. Évidemment, à cette taille-là, c'est pas simple. L'UNDP dans des pays très très difficiles, mais certains le connaissent bien. Donc là aussi, tout le monde est mobilisé sur ce dossier-là. Et on a quelques appels d'offres comme des traducteurs côté ECA, c'est la Commission européenne, IRENA, une organisation aux Émirats arabes unis, et OPCW enfin qui se situe à La Haye, comme ICC. On a déjà un beau réseau médical. Donc tout ça pour dire qu'il y a de l'activité, donc la concurrence est active, il ne faut pas la sous-estimer, vous le voyez dans cette slide. On a eu quand même un petit coup dur sur l'UNOPS qui a été gagné par ENER avec MGEN comme assureur, donc nous sous-estimons pas nos concurrents. Et ça traduit une fois plus la vraie difficulté qu'on a à se faire accompagner par un assureur fiable, puisque là, AXA, en l'occurrence, s'est retiré au dernier moment sur WTO, l'OMC en français, et nous a également lâché sur le dossier UNOPS. On a répondu quand même, et ça a été assez rageant de constater qu'ils avaient changé. Donc on a d'autres contacts assureurs avec des grandes compagnies, on y travaille, avec Fred, avec Laurent et avec d'autres, mais c'est vraiment un enjeu important pour nous. Donc ça, c'était pour le marché OI-ONG. L'activité est plus calme en corporate. Bon, je rappelle qu'on a eu des beaux succès avec Accor, Airbus dans le passé, qu'on a déjà évoqué. Je mentionne donc les frontaliers d'Audemars Piguet, belle référence également. Et enfin, l'oral Stellantis qui s'est tenu début octobre, avec un dossier tenu également en grande partie par ENER,
et le rapprochement entre les différentes maisons, hein, Fiat, Chrysler et PSA, amène sans doute à rebattre les cartes. Donc voilà sur l'activité côté corporate. Sur les offres packagées, donc assez content de vous présenter des chiffres à fin septembre qui s'améliorent. Alors évidemment, les comparaisons N-1 sont toujours difficiles avec le Covid, hein. Mais malgré tout, les ventes ont progressé de 16%, malgré la baisse continue du start. Et on a des raisons d'être optimistes, puisqu'on a un plan d'action très clair, des actions clairement identifiées, qui devraient nous amener normalement à booster l'activité de ces contrats IPMI, hein, First Relay, via notamment des ajustements de garantie qui sont demandés par nos clients, par nos prospects, par nos distributeurs. Nous travaillons également sur le lancement de l'offre Neo Tempo, qui a vocation à remplacer le Start. On est en plein dedans, on a reçu les réponses des assureurs, et là aussi, on aura une nouvelle offre à proposer courant 2023. Donc je dirais que là, en dépit des petits manques de personnel que tu as mentionné également dans l'équipe de Stéphanie, on peut considérer qu'on est plutôt on track pour pouvoir faire une belle fin d'année et une belle année 2023. L'activité entreprise est plus difficile, hein, sur les gammes, hein. Et on a décidé avec Chantal vraiment de lancer une analyse objective du produit Business Expat pour voir ce qu'il convient d'améliorer, pour retrouver de la compétitivité. Le sujet n'est pas qu'un sujet tarifaire, il y a un sujet service également, il y a un sujet souscription. Et vous me connaissez un petit peu, il faut vraiment être transparent, tout mettre sur la table et aller chercher là de la croissance avec les dents, comme on le disait à l'époque, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas facile pour cette équipe-là. En parallèle, on a d'autres projets commerciaux intéressants. Alors, j'ai laissé l'Afrique de l'Est parce que ça s'éloigne un petit peu. C'est l'actualité, c'est comme ça. On a par contre, et vous le savez sans doute, la visite semaine prochaine de nos amis d'AIG Europe. C'est ce que je mettais de façon pudique là sous le terme Benelux, qui a un très gros portefeuille en gestion NR. Nous allons recevoir nos amis d'AIG qui sont intéressés par une collaboration avec nous. Mais ce sera un sujet de longue haleine. Le protocole de gestion est difficile à mettre en place et je sais que tout le monde y travaille dur. Et enfin, sur la défense, là aussi, effectivement, merci pour le boulot qui a été fait. On s'inquiétait pas mal, hein, avant l'été ou pendant l'été. Finalement, aujourd'hui, je touche du bois, seul Decathlon est perdu. C'est jamais satisfaisant de perdre un client. Mais une analyse froide en termes de chiffre d'affaires nous amène du coup à des taux d'attrition qui sont extrêmement bons, puisque sur un portefeuille très significatif, Decathlon, ce n'est jamais qu'un ticket de l'ordre de 100 000 euros. Donc ça fait toujours mal au cœur de perdre un client, mais encore une fois, les résultats sont plutôt bons là-dessus. On a des objectifs de saturation et de rentabilité. Fred en a parlé. La saturation, ça peut passer par de la prévoyance, par les bilans de santé. Vous l'avez fait. Il faut continuer avec une offre qui s'améliore. Et je ne reviens pas sur ce qu'a dit Fred, sur la hausse des forfaits notamment, et sur la capacité qu'on va devoir déployer pour lutter contre le discours assez fréquent qui consiste à dire, bah, vous, gestionnaire, baissez votre rémunération facialement parce qu'il n'y a pas de raison que vous gagniez quand les primes d'assurance augmentent. Donc voilà, il faut avoir des arguments pour contrecarrer tout ça. Un très gros travail a été fait sur BASF et je sais que les équipes s'en inspirent pour mesurer la charge de travail, ce qui nous a permis d'ailleurs sur BASF d'aller un peu au-delà de l'objectif qu'on s'était fixé. On a également un chantier transverse avec nos amis de DSCS qui vise clairement à améliorer nos réponses écrites à appel d'offres. On est tous perfectibles, hein, sur tous les sujets. Et là, clairement, DSCS fait du très bon boulot sur le rendu. Alors, ils ont une équipe dédiée, ils ont une autre organisation, mais il faut apprendre et aller chercher ce qu'il y a de mieux partout. Et donc, Brigitte Lalo commence à nous accompagner et est en train de lire un bon nombre de nos réponses pour s'imprégner de ce qu'on fait. Et là encore, ce sera sans doute à Laurent J de prendre le relais sur ce chantier-là qui va clairement s'étaler sur 2023, mais qui vise à être plus performant sur nos appels d'offres à l'avenir. Merci. Il y avait une question pour toi, Laurent, qui était de savoir où nous en sommes sur la reprise d'un portefeuille en Afrique du Sud. Ah, alors ce portefeuille-là s'éloigne également puisqu'il y a une grosse exposition Mozambique et que nos capacités en langue portugaise sont extrêmement réduites. Et donc ça, c'est un gros point faible, hein. On ne peut pas être bon partout. On a gagné Airbus, notamment grâce à notre présence en Allemagne, hein. Et là, c'est vrai que voilà, sur le portugais, c'est plus compliqué. Et certains de nos concurrents ont des bureaux à Lisbonne, donc sont beaucoup plus à l'aise. Donc il y a aujourd'hui très peu d'espoir, malheureusement, que nous puissions remporter ce dossier. Merci.
Moi, j'ai quand même découvert récemment ce qui parle portugais, Laurent, Mm. qu'en fait, on a des Brésiliens, Adriane, des Portugais, Ah oui, oui, oui. Antonio dans la maison, mais peut-être pas Mm. pour répondre à l'appel d'offres de Laurent, Non, effectivement. ouais, pas de façon structurée et pas dans toutes les équipes malheureusement. Donc oui, ça risque de nous coûter le dossier. Bon, c'est fort dommage, mais ma foi, c'est la vie. Pas d'autres questions. Antonio dit qu'il faut ouvrir au Brésil avec Laurent Jumel. En fait, on ne te l'a pas dit, mais on t'a fait venir pour repartir. Bien, bah, merci, merci Laurent. Encore bravo quand même pour la performance et on va avoir des ambitions de développement pour l'année prochaine pour la France. Ambitions qui vont s'appuyer sur un magnifique réseau qu'on va savoir valoriser. Et du coup, je laisse à Dominique nous parler de la mission, du réseau et de tout ce qui y est fait. Merci beaucoup Frédéric. Bonjour à tous. Alors pour commencer, je voudrais m'adresser à ceux qui ne connaissent pas l'assurance santé ou qui ne connaissent pas notre activité, tout simplement pour redéfinir ce que c'est qu'un réseau médical. C'est tout simplement un ensemble de prestataires de santé qui sont sélectionnés selon des critères prédéfinis et avec lesquels on met en place des mécanismes de tiers payants pour éviter aux patients de faire l'avance des frais. C'est également des prestataires avec lesquels, autant que faire se peut, on va mettre en place des conditions tarifaires avantageuses. Les clients et surtout les bénéficiaires des soins, qu'ils soient expatriés ou locaux, vont avoir des attentes certainement un petit peu différentes vis-à-vis de ce réseau. Alors, en caricaturant, on pourrait dire que les expatriés vont attendre d'un réseau finalement qu'on les dirige vers des prestataires de confiance dans un pays qu'ils ne connaissent pas, avec une langue qu'ils ne maîtrisent pas. Alors que les populations locales, sans vouloir faire de généralité, elles ont moins de liquidités et elles vont se tourner vers le réseau plutôt pour les dispenses de frais que ça leur procure. Voilà, donc j'ai posé les bases. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur le réseau MSH en particulier. Donc notre réseau aujourd'hui se compose de 129 000 prestataires dans 181 pays et plus d'1 million aux États-Unis. Alors je dis actuellement parce que nous ajoutons des prestataires en permanence. À titre d'exemple, en 2021, ce sont 1500 prestataires qui nous ont rejoints. La map-monde que vous voyez sur l'écran vous représente la répartition géographique de notre réseau. On a en Europe 66 000 prestataires avec un réseau très dense en France. Dans les Amériques, un réseau de 29 000 prestataires hors USA. Aux États-Unis, c'est, comme je vous le disais, plus d'1 million de prestataires grâce à un partenariat avec un PPO. Et je fais un peu de teasing, je reviendrai sur le sens d'un PPO plus tard. En Asie, 16 000 prestataires. Au Moyen-Orient, 15 000. En Afrique, c'est un réseau plus limité, de 4 000 prestataires aujourd'hui, mais en pleine expansion. On l'a vraiment développé de façon intensive ces dernières années pour répondre aux besoins de nos nouveaux clients, les clients organisations internationales et les locaux, qui ont, j'insiste de nouveau, un réel besoin de tiers payants. Notre réseau est aujourd'hui, en tout état de cause, un des plus beaux réseaux disponibles sur la place. On est certes perfectible, on a encore à resserrer le maillage dans plusieurs zones, mais finalement, les lacunes que nous avons, elles se situent aujourd'hui dans des pays soit où la situation politique est un peu compliquée, soit où nous avons une exposition assez faible. On peut citer par exemple la Corée du Nord ou l'Érythrée, la Somalie. Voilà. Notre réseau est mixte, c'est-à-dire qu'on a à la fois un réseau direct qui est composé de tous les prestataires avec lesquels nous avons signé un accord et les prestataires également qui vont accepter nos prises en charge sans pour autant qu'un accord formel ait été signé. Et on a à côté un réseau de PPO. Alors, PPO, j'en parlais tout à l'heure pour les États-Unis, ça signifie Preferred Provider Organizations. Typiquement, ce sont soit des assureurs, soit des assisteurs, soit des TPA qui vont nous ouvrir leur réseau, qui vont nous faire bénéficier des accords qu'ils ont mis en place avec les prestataires de leur pays. Alors,
On s'appuie sur des PPO principalement dans des pays où nous cherchons à mutualiser nos volumes avec d'autres acteurs pour bénéficier de tarifs plus intéressants. C'est le cas aux États-Unis, encore cet exemple, où on utilise le réseau de United Healthcare, qui est un des principaux assureurs américains, qui a, je crois, plus de 100 millions d'assurés, et qui, bien évidemment, avec ses volumes, a une capacité ou des leviers vis-à-vis des prestataires sans commune mesure avec les nôtres. On va s'appuyer également sur des PPO dans les zones compliquées, dans les zones où on va avoir du mal à travailler, les zones de conflit par exemple. Ces dernières années, on a ajouté des PPO en Afghanistan, en Irak, en Palestine, au Yémen. Dans toutes ces zones compliquées, ils sont vraiment très très utiles. Le réseau est composé aujourd'hui de 41% d'hôpitaux et puis ensuite viennent des structures dédiées aux soins et aux services externes. Alors, ça peut vous paraître surprenant, mais c'est le fruit en fait d'un revirement en quelque sorte de stratégie, puisque auparavant, on se concentrait principalement sur le tiers payant hospitalier. Et on a changé de cap pour satisfaire les besoins de nos clients qui sont de plus en plus exigeants. Même les gros salaires, en fait, rechignent aujourd'hui à payer de leur poche pour une boîte de Doliprane. Et puis aussi parce que on se tourne vers les organisations internationales, vers les marchés locaux, où, là encore, je le redis, le tiers payant ambulatoire est parfaitement indispensable. Outre l'accès aux soins, le réseau a pour vocation la maîtrise des coûts. Alors, notre équipe va en amont contractualiser avec des prestataires et négocier les tarifs en faisant valoir à la fois les volumes et la rapidité de règlement. On observe deux grandes catégories en fait, de pays. Finalement, les pays où on va avoir des discounts assez intéressants, assez importants, et ce sont les pays où les tarifs sont peu encadrés ou sont libres, et puis des discounts peut-être un peu plus modestes dans les pays, à contrario, où c'est beaucoup plus structuré. Je ne fais que parler des États-Unis, vous allez me dire, mais alors les États-Unis, évidemment, où les tarifs sont complètement délirants, eh bien, on va réussir à avoir des super discounts, hein, en moyenne 51% chaque année. Alors qu'en Europe, en Allemagne par exemple, où c'est très encadré par des DRG, ben, on va réussir à jouer sur le prix de la chambre. Il faut aussi garder en tête que toutes les économies réalisées pour nos assurés ne se limitent pas au discount que l'équipe réseau va mettre en place. C'est le travail vraiment de toute l'équipe, de toute la chaîne des opérations MSH. Ça va en fait de l'équipe de prise en charge, le case management, la réorientation, le contrôle des factures, la lutte contre la fraude. Tout ça, ça va contribuer à limiter la facture à la fin pour nos bénéficiaires. On peut passer à la slide suivante. Alors, vous l'aurez compris, le réseau sert à orienter nos bénéficiaires vers des prestataires de santé. Mais quand on oriente, en fait, on prend une responsabilité, c'est un acte vraiment engageant et on a besoin pour cela de s'appuyer sur des critères objectifs. Alors, nos 3 critères majeurs sont la qualité des soins, la fluidité des échanges et la justesse des tarifs. La qualité, tout d'abord, notre objectif va être bien sûr de compter dans le réseau les meilleurs prestataires de la place. Pour ça, on va s'appuyer sur les recommandations, les évaluations officielles lorsqu'elles existent, les certifications, les recommandations de nos clients, je viens de le dire. Mais une chose est certaine, en fait, tous les établissements n'ont pas le même confort. Les normes européennes, les normes internationales, il faut oublier dans certains pays. Et ça nous oblige en fait à repositionner le curseur de nos exigences à chaque fois qu'on travaille sur un pays différent. Je vous ai mis quelques photos pour illustrer mon propos. Deux chambres semi-privées dans 2 pays différents. On doit également prendre en compte, quand on sélectionne nos prestataires, les
les capacités, les besoins de nos bénéficiaires. Lorsqu'ils ont des restes à charge, ces bénéficiaires, ils regardent à la dépense. Et dans certains cas, ils ont besoin de trouver des prestataires de qualité avec parfois un confort plus modeste. Les relations avec les prestataires sont également primordiales. Les prestataires qui rejoignent notre réseau doivent impérativement être en capacité de suivre nos procédures, que ce soit pour le contrôle de l'éligibilité ou nos normes de facturation. Et des prestataires qui ne seraient pas capables de suivre ces guidelines ne pourraient pas aujourd'hui rejoindre le réseau. Enfin, côté coût, nous cherchons à avoir évidemment des coûts usuels et coutumiers et surtout cohérents avec les prestations. Les équipes réseau en permanence traquent les vrais faux discounts, les majorations liées aux tiers payants ou au fait que les assurés aient des couvertures internationales. Alors, pour être capable d'évaluer les structures sur ces critères, c'est important d'avoir des équipes qui soient à la fois culturellement et géographiquement proches des prestataires. On a aujourd'hui des équipes réseau pour cette raison dans chacun de nos bureaux locaux. L'équipe réseau, c'est 21 personnes au total. Alors, 8 à Paris, 4 à Tunis, 5 à Dubaï, 1 à Calgary et 3 à Shanghai. Mais pas que, on a également des correspondants locaux. On a 12 correspondants locaux qu'on a positionnés dans des pays stratégiques pour nous en Afrique. Et ces correspondants locaux vont nous aider à fluidifier les relations entre les prestataires, MSH et les bénéficiaires. Ça va être également nos yeux sur place et ils vont nous conseiller, nous aider dans la sélection des prestataires et dans l'approche des négociations. On a également en Chine des représentants MSH dans 25 hôpitaux. Ces représentants, ils ont pour objectif d'aider des patients qui ne parlent pas chinois à se déplacer dans l'hôpital, à obtenir leur rendez-vous, à également obtenir leur prise en charge. Alors, bien sûr, la majorité des contrats que nous finalisons dans l'équipe se font à distance, hein, on ne va pas se cacher. Mais malgré tout, le moyen le plus efficace que l'on ait trouvé pour prendre la mesure des réalités locales et puis accélérer le développement des réseaux, eh bien, c'est d'aller sur place. Et d'ailleurs, on a repris nos missions de terrain depuis que les frontières sont de nouveau ouvertes. Et cette année, on a déjà visité 330 prestataires. On peut passer à la slide suivante. Alors, je voulais également vous parler de nos objectifs qui sont en ligne avec nos challenges. Hein, c'est souvent comme ça que ça se construit. Alors, côté déploiement, on souhaite privilégier nos accords directs. Nous départir un petit peu, lorsque c'est possible, des PPO pour accroître notre visibilité localement et gagner en agilité. On veut également intensifier le maillage en dehors des capitales pour consolider cette différence, cette marque de fabrique par rapport à la concurrence. Côté qualité, après avoir établi l'an dernier un ranking des meilleurs prestataires pour certaines procédures en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, on veut poursuivre nos travaux avec une méthode qui va nous permettre d'évaluer effectivement les capacités des prestataires dans des pays plus difficiles où nous n'avons pas de référence officielle en termes de performance. Côté maîtrise des coûts, là, on voudrait faire évoluer nos process et c'est un chantier qu'on va mener avec la gestion pour améliorer notre contrôle des coûts des prestataires. Parce que c'est une chose de négocier des tarifs et malheureusement, c'en est une chose qu'ils soient appliqués par les prestataires. Et puis, dernier point, on a pour projet
ou ambition d'améliorer notre communication. On veut faire savoir tout ce que le réseau peut apporter et tout ce que l'on fait. Et en renforçant notre communication, on cherche une plus grande utilisation du réseau et par une plus grande utilisation, on va obtenir un meilleur accueil au sein de nos structures et de meilleurs tarifs. Voilà, donc c'est un cercle vertueux qu'on recherche finalement. Voilà pour nos principaux projets. On peut aller, c'est la dernière slide, je vais aller très vite, je vous promets. Juste 2 secondes pour vous dire que s'il n'y a qu'une chose voilà, à retenir, que j'aimerais que vous reteniez de ce que je vous ai expliqué, c'est finalement que nos bénéficiaires, nos clients sont au cœur, sont le cœur du réseau médical et que notre objectif, c'est de leur donner accès aux meilleurs soins possibles dans leur pays et au meilleur coût. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Super. Merci, Dominique. Très clair pour moi. Je trouve qu'il y a un travail fabuleux. Donc, je salue toutes les équipes qui est fait sur le réseau, qui se déplacent pas mal sur le terrain en ce moment pour aller voir les providers. Donc, un grand merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'est une question IT qui est arrivée. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions pour. Alors oui, Pour il y a une Dominique. question pour Dominique, avant de passer à l'IT, qui est de savoir en quoi est-ce que le réseau de MSH se différencie de ceux des concurrents? Alors, peut-être à plusieurs niveaux. Au niveau des process, pour commencer, le réseau MSH n'impose pas de minimum de dépenses pour profiter du tiers payant. Certains concurrents demandent, par exemple, voilà, n'offrent le tiers payant que pour les soins coûteux, on va dire. Deuxième différence, c'est notre capacité à offrir une solution dans les pays complexes. Tout le travail que nous avons mené là, notamment pour le CICR, nous donne largement une longueur d'avance par rapport à nos concurrents hein, sur des zones vraiment compliquées. Également, tout ce que nous faisons en dehors des capitales, j'insiste beaucoup auprès de mes équipes sur ce côté-là, mais ça paye, c'est différenciant. Et peut-être une dernière chose aussi, c'est notre capacité à nous adapter et à répondre aux besoins, aux sollicitations de nos clients rapidement. Si je prends pour exemple ce qu'on a fait pour l'ASECNA, alors ça remonte peut-être un peu déjà, mais malgré tout, en l'espace de 4 mois, on a réussi à ajouter 700 prestataires qui nous ont demandé. Et en 18 mois, c'était 1700, je crois. Alors c'est derrière nous. Depuis, on a fait bien mieux. Mais voilà, c'est un exemple de ce qu'on est capable de faire rapidement lorsque le besoin est pressant. Et tu n'as pas dit Merci. l'essentiel, Dominique. Nous, on a Dominique Ah, et pas les autres. oh, merci Frédéric. Super, merci. Alors, ça va être dur, Yann. Hein, on va passer du réseau mondial dans tous les pays du monde, 180 si j'ai bien noté. Ah, notre situation informatique, mais c'est aussi notre quotidien et c'est important. Donc, Si, il y a quand même merci d'être venu. Bonjour, donc merci. Mais il y a une transition, enfin, je viens d'y penser, c'est qu'on va passer du réseau médical à un réseau qui est un peu malade. Voilà, donc tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc, je tenais à remercier Frédéric qui me donne l'opportunité de participer à votre webinaire. Bien évidemment, j'aurais préféré venir vous expliquer qu'on allait développer des applications web et ainsi de suite, plutôt que de parler des problèmes. Mais je pense que, et quand il me l'a demandé, on s'est mis d'accord et je lui ai dit non, sans problème, je vais venir partager la situation avec vous tous. Et même si beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas, je suis plutôt un supporter du langage vrai en opposition à ce que j'appelle la langue de bois. Donc, je ne suis pas là pour vous raconter des histoires, ni vous vendre du rêve, mais de vous expliquer la situation dans laquelle nous sommes et ce que nous sommes en train de faire. Donc, bien évidemment, Frédéric l'a dit, mais au nom de l'IT, je tiens à m'excuser auprès des problèmes que vous rencontrez. Mais également vous dire que c'est vraiment des sujets qui sont pris comme une autre priorité. Je vous donne là-dessus deux exemples. La première, c'est que c'est quelque chose que j'ai partagé
notamment avec Pierre de Neusberg 3 ou 4 mois après mon arrivée, en lui disant que je pense que l'entreprise était allée un peu loin sur l'optimisation des coûts sur certains sujets, notamment ceux relatifs à l'infrastructure informatique. Et également l'autre sujet qui est très opérationnel depuis début septembre, sur tous nos problèmes, on est sur ce qu'on appelle des task force avec nos amis et très important dans le process, nos amis de Sopra, pour justement travailler sur la résolution de tous les points. Ensuite, un autre point que je voulais partager avec vous, vous pourriez me dire pourquoi vous n'avez pas commencé avant. Juste pour donner un peu de chronologie sur 2022, pour expliquer un petit peu également les priorités qui ont été les nôtres. La première priorité qu'on a eue, c'est, ça vous avait pas échappé, qu'on a déménagé des sites on va dire sur Paris, et que notre première priorité, ça a été d'interconnecter les deux infrastructures, sans rentrer dans la technique. Je me dois de vous l'expliquer un peu. On a aujourd'hui 2 data centers. On a le data center historique de CIACI et on a le data center historique de Burus. Donc, nous avons mélangé sur des mêmes sites des personnes qui sont connectées sur des data centers et des applications différentes. Donc, nous avons dû, la première phase, faire tout ce qu'il fallait pour que quand une personne se connecte avec un PC Burus ou un PC CIACI, passez-moi l'expression, qu'elle retrouve ses petits. Et ensuite, ça a été fait dans la première étape. Et à ce titre, on a également fait 2 changements qui peuvent expliquer également les difficultés que nous avons. On a ajouté des couches techniques pour justement pouvoir reconnaître les 2 populations. Et nous avons également, à travers le Flex, ça ne vous a pas échappé, supprimé les téléphones fixes, ce qui fait que maintenant, tout le monde utilise la téléphonie via Webex ou Cisco. Et bien évidemment, cela a un impact aussi sur le réseau des sites que l'on cite. Donc, avant de revenir sur chacun des points, je voulais également partager avec vous un état des lieux et aussi une remarque très personnelle, c'est qu'on a, je pense, une architecture de poste de travail et une gouvernance sur l'infrastructure qui est aujourd'hui beaucoup trop compliquée. Et donc, à ce titre, également vous informer qu'on a au niveau de l'entreprise un gros projet de transformation de l'infrastructure. Quand je parle d'infrastructure, c'est tout ce qui n'est pas applicatif. Donc, l'applicatif, c'est l'application contact, c'est ITN V9, ainsi de suite. Tout le reste, le poste de travail, la téléphonie, le réseau, c'est la partie infrastructure. Donc, on a un gros projet de transformation infrastructure qui consiste en quoi? Qui consiste à ce que, à horizon, parce que c'est un projet important de nombreux millions d'investissements, on est à fin 2023, mi-2024, une architecture unique pour tous les collaborateurs. Et c'est là où on va faire des choix technologiques du style, on en parlera après, de l'utilisation de Teams versus Webex ou d'autres sujets au sujet du genre. Donc maintenant, je pense qu'on peut passer, je ne sais pas qui fait avancer les slides, mais si on veut passer aux slides suivantes. Donc, il y a plusieurs sujets qui aujourd'hui posent problème à des degrés de problématiques différentes. Donc, on a je ne sais pas si les problèmes d'impression sont également une problématique pour vous, mais on a des problématiques d'impression, de réseau et de Wi-Fi. Et Wi-Fi, j'y associe également, vous allez le voir, la téléphonie mobile. J'insiste pas la téléphonie que vous utilisez d'un point de vue applicatif, mais la téléphonie sur les téléphones portables pour être encore plus précis. Donc, sur la partie impression, donc là, maintenant, je vous donne un état des lieux sur chacun des sujets et ensuite, je répondrai aux questions que vous m'avez posées et qui m'ont été transmises. Donc, sur la partie impression, donc très concrètement, en ce moment, on fait des tests avec deux BU. On prend souvent des BU pour faire des tests. Donc là aussi, je suis extrêmement supporter du travail collectif, c'est-à-dire que l'informatique sans les utilisateurs ne sert à rien et les utilisateurs sans informatique ne peuvent pas travailler. Donc, on est obligé de travailler ensemble. Donc, je fais beaucoup de
travail collaboratif, collectif avec des BU et sur les sujets d'impression. On travaille avec les BU crédit et spécialité. Pourquoi? Parce que le problème est beaucoup plus ardu, beaucoup plus important sur vos collègues dits ex-Dio ou ex-Burus. Ensuite, sur le réseau, donc sur le réseau, plusieurs sujets. Donc, on a clairement, ça vous a pas échappé, des vrais problèmes sur le réseau, que ça soit sur Equinox et sur Season. Un peu plus important sur Equinox, on en parlera après, parce que le réseau est plus ancien que celui de Season. Donc, sur les problèmes réseau, donc c'est là où on travaille, on est complètement, c'est pas une excuse, mais c'est juste une explication. On est complètement dépendant de nos collègues de Sopra, puisqu'aujourd'hui, tout le réseau est géré par Sopra, que ce soit le réseau dit local, le réseau dit global et la sortie Internet pour ceux qui connaissent ces sujets-là. Donc, on travaille, donc je vous dis tout à l'heure, on a fait une task force avec nos amis de Sopra, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont dédié Sopra qui étaient sur site il y a encore 2 semaines et qu'il y en a encore qui sont là sur site à Season. On a également fait, j'en viendrai après, des travaux de mesure des bornes Wi-Fi. J'en parlerai juste après. Donc, clairement, on est sur maintenant, depuis début septembre, hein, parce que je dirais qu'entre janvier et août, on a travaillé principalement sur l'intégration, le déménagement qu'on a dû faire, je dirais, avec le planning qui était celui que l'entreprise avait décidé. Donc, sur la partie réseau, donc on travaille depuis début septembre de façon extrêmement opérationnelle avec nos amis de Sopra. Donc, avec beaucoup de batailles, j'ai obtenu à ce que l'on ait, nous, parce que chez les GEX Burus, nous avons une organisation différente, puisque côté Burus, nous avons les expertises réseau, alors que côté informatique SIACI, l'expertise réseau, l'expertise technique a été déléguée à Sopra. Donc, ce que nous avons fait, nous avons demandé à Sopra de nous donner accès aux couches non mutualisées pour que nous fassions nous-mêmes donner notre propre avis sur la situation. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des travaux collectifs avec Sopra, Cisco, parce que c'est Cisco qui gère Webex et la téléphonie, et également Microsoft pour les sujets Teams ou autres. Donc, il nous reste, on a fait pas mal d'opérations. On a fait des opérations sur ce qu'on appelle les proxys, on a fait des opérations sur le réseau. On a depuis avant-hier changé des équipements sur le réseau mutualisé géré par Sopra. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si vous le ressentez, mais nous, on voit une amélioration. On a encore des problématiques de micro-coupures, notamment quand les gens utilisent Webex et Teams. Et là, ce qu'on est en train de faire, je ne vais pas trop rentrer dans la technique, mais on est en train de faire ce qu'on appelle de la QoS, c'est-à-dire qu'on est en train de prioriser la voix par rapport à la donnée pour que, de bout en bout, ce qui n'était pas fait, pour que la partie voix soit priorisée par rapport à la partie data sur la partie réseau. Ensuite, une information, c'est que nous allons sur Equinox remplacer tout le réseau, tout le matériel physique est arrivé, il est stocké au 5e étage et nous allons remplacer tout le réseau Equinox sur le dernier trimestre de cette année. Donc une opération qu'on partagera avec vous, parce que bien évidemment, on va faire des opérations qui peuvent avoir des impacts, mais sachez que nous allons remplacer tout le réseau local Equinox, les switches et ainsi de suite, sur Equinox sur le dernier trimestre. Ensuite, on en parlera après, on travaille également, et ça fait partie du projet de transformation, on a une stratégie de migrer la messagerie historique SIACI sur Office 365. Et il y a pas mal de questions, j'y répondrai après. Alors, quand on dit Office, c'est
la messagerie et toute la suite Office 365, Teams et ainsi de suite. Et pour aussi optimiser le réseau, on va mettre un lien direct avec Microsoft, puisque quand on va sur Office 365, la grande différence, c'est que les messageries ne sont plus stockées sur notre data center, mais sont stockées sur le cloud chez Microsoft. Donc, on va mettre un lien direct entre nos sites et Office 365. Et on travaille ici avec Microsoft et Orange. On est sur un objectif au 15 novembre. Ensuite, sur la partie Wi-Fi et téléphonie. Donc, sur la partie Wi-Fi, on a fait il y a quelques temps, je crois que c'était de mémoire en août, je ne sais plus exactement quand, mais durant l'été, fin de l'été, on a fait des mesures sur toutes les bornes Wi-Fi. Je vais faire un audit externe avec une société qui est venue faire des mesures. Vous avez peut-être vu passer qui était sur site, où ils sont place avec des PC, et ils faisaient des mesures et on a en fin de compte, même si on s'en doutait un peu, mais on a donc eu le résultat de cet audit, c'est qu'il y avait un sujet sur les configurations des bornes qui n'étaient pas optimum d'une part, et d'autre part, notamment sur Equinox, un nombre de bornes qui était largement insuffisant. Donc, on a refait le paramétrage, bien évidemment, mais on a également réinstallé des bornes sur Equinox et qui sont opérationnelles depuis mercredi. Donc, c'est très récent, mais depuis mercredi, les bornes Wi-Fi d'Equinox ont été rajoutées, sont toutes opérationnelles. Ensuite, le sujet de la téléphonie mobile, c'est-à-dire le fait qu'on ne puisse pas utiliser de façon optimum le téléphone mobile dans nos bureaux Equinox et de Season, chose que vous pouvez retrouver dans d'autres sites. C'est assez courant dans des bureaux récents où, en fin de compte, le signal GSM ne passe pas très bien. Donc, on avait deux scénarios. On a étudié 2 scénarios. Le premier scénario, c'est celui qui est mis en place souvent dans les centres d'affaires, c'est-à-dire que on augmente le signal GSM en rajoutant des briques de téléphonie. Ça fonctionne très bien, mais ça a quand même un inconvénient, c'est que pour les 2 sites, ça coûte 600 000 €. Donc, on a essayé une autre solution qui fonctionne, qui je pense va fonctionner, c'est-à-dire qu'on va utiliser ce qu'on appelle la Voice over Wi-Fi, c'est-à-dire que les gens qui ont des téléphones portables pourront téléphoner en passant par les bornes Wi-Fi, ce qui nous évitera les coûts que j'ai évoqués. Donc, sur ce sujet-là en particulier, il y a eu pas mal de choses à faire parce qu'on est en milieu professionnel, donc c'est beaucoup plus compliqué qu'en milieu personnel où on a juste à connecter son mobile avec sa box à son domicile. En milieu professionnel, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça, c'est derrière nous. Et là, on est en train de faire les tests avec tout le personnel d'IT, un peu des personnels de la DET et également la BU Diocrédit. On fait ces tests-là depuis à peu près 2 semaines, donc on a des retours positifs. Donc on va, je peux maintenant pratiquement le valider, on va généraliser l'utilisation de ce processus pour la partie téléphonie mobile. Si on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Ensuite, on a eu également, j'ai évoqué tout à l'heure, des sujets de ce qu'on appelle les accès croisés. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de besoins côté MSH, je ne pense pas, mais juste pour vous expliquer très très rapidement, c'est que le fait qu'on ait rapproché des équipes, tout à l'heure je vous ai dit qu'on avait 2 data centers différents avec 2 postes de travail différents. Donc, est arrivé très rapidement le besoin, ce qu'on appelle les accès croisés, c'est-à-dire que des ex-Burus aient le besoin d'accéder à des applications de CIACI et que des ex-CIACI aient besoin d'accéder à des applications des ex-Dio. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a également mis en place pendant l'été ou un petit peu avant l'été. Ensuite, la partie, je voulais vous faire aussi un état des lieux sur la migration Office 365. Donc l'objectif est assez simple, je dirais, c'est de migrer tout le monde, c'est-à-dire boîte, on va dire individuelle et boîte partagée avant la fin de l'année. Donc avant la fin de l'année, logiquement,
je pense qu'on va tenir l'objectif. Tout le monde, tout le personnel du groupe sera sur Office 365 et ensuite on va faire la migration. Ensuite, on va déployer l'utilisation de la suite Office 365 que je vais vous en parler juste après. Donc, donner un état des lieux sur Office 365. Donc, on a une difficulté qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que on a une utilisation assez, on va dire, hors norme dans le groupe ce qu'on appelle les boîtes partagées, qui, je ne sais pas si c'est le cas de MSH, mais qui sont souvent utilisés comme des process et des outils, voire des applications informatiques. Et la difficulté qu'on a, pour vous expliquer pourquoi la migration n'est pas si simple que ça, c'est quand on migre une personne, 2 personnes sur Office 365, s'ils utilisent une boîte partagée, on se doit de la migrer en même temps, sinon ça ne fonctionne pas. Par contre, si une des 2 personnes utilise une autre boîte partagée avec une personne qui, elle, n'est pas migrée, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, ça veut dire qu'on a dû faire un travail très, très détaillé sur ces boîtes partagées. Et sur ce sujet, c'est Laurent Bonnotte et Patrick Boucara dans vos équipes qui travaillent avec mes équipes justement pour optimiser cette migration, pour éviter que, quand on va faire cette migration, que ça bloque votre travail de tous les jours. Donc, on a terminé la BU de Cédric Charpentier. L'informatique, nous, on était pilote, donc on est terminé également. Hors boîte partagée, MSH, il doit en rester 1 ou 2 personnes, mais on a terminé. C'est-à-dire que toutes les personnes qui n'utilisent pas de boîte partagée, logiquement, si les listes qu'on a partagées avec Laurent et avec Patrick étaient bonnes, normalement, tout le monde est sur Office 365. Et là, on va attaquer les boîtes partagées. Et la difficulté que nous avons avec votre business unit, c'est que vous travaillez avec l'international et que vous utilisez des boîtes partagées avec des gens qui ne sont pas dans le business français. Et donc, on est en train de regarder, donc c'est une problématique un peu réglementaire. On est en train de regarder notre contrat à Microsoft. On est en train de regarder également tous les sujets des lois sur les données, parce que pour la faire simple, aujourd'hui, des utilisateurs de Dubaï utilisent des données, utilisent des boîtes partagées avec vous en France, mais elles sont stockées chez Soprasteria en France, alors que dans le cadre de Microsoft Office 365, ces boîtes partagées sont hostées, hostées, comme on dit en anglais, sur les sites en cloud de Microsoft, qui sont en Europe, en Irlande. Donc, on a des sujets réglementaires qu'on est en train de traiter par rapport avec nos contrats. Quand ce sujet-là va être traité, on va migrer tout le reste de la population MSH. Et les derniers retours que j'ai sont plutôt assez optimistes. Donc, je suis assez optimiste qu'on puisse migrer la totalité de MSH, y compris vos collègues qui sont à l'international, sur Office 365. Et on a fait un pilote avec vos collègues de Dubaï, et donc on n'a pas de sujet technique. Il nous reste les sujets plutôt contractuels et réglementaires. Voilà en ce qui concerne Office 365 et tous les autres sujets sur lesquels nous sommes en train de travailler. Si on peut passer à la... Voilà, donc je vais maintenant passer aux questions. Slide d'après, s'il vous plaît. Merci. Donc je l'ai déjà dit, mais voilà, donc clairement, l'objectif c'est de migrer fin d'année. Je pense qu'on y sera sans trop de difficultés. Ensuite, la question que vous m'avez posée, c'est par rapport à Teams. Donc, vous pouvez lire la réponse, mais oralement, ce que je peux dire, c'est que normalement, toutes les personnes qui ont Teams peuvent faire des réunions Teams avec des personnes d'une autre entité, qu'elles soient internes ou externes avec Teams. La seule chose qu'il faut, c'est que vos interlocuteurs soient sur un environnement Office 365 qui lui-même, l'environnement, soit ouvert vers l'extérieur. Donc, on va se rapprocher de nos homologues
canadiens ou à Dubaï pour s'assurer que leur tenant office est ouvert. Et s'il est ouvert, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ensuite, la partie, je dirais, suite Office. Donc, on va migrer toute la suite Office, c'est-à-dire qu'en 2023, on va faire ça sur les 2 premiers trimestres 2023. Et donc, avant mi-2023, et j'espère avant fin mars, mais on va dire mi-2023 pour prendre un peu de sécurité, on va migrer tout le personnel sur Office 365. Donc, c'est des choses que j'ai fait par le passé, n'est-ce pas Frédéric, quand on l'a fait chez Dio. Bon, c'est pas si anodin que ça. C'est pas si anodin que ça parce que il y a l'utilisation de Teams, mais il y a également, on va embarquer l'utilisation de SharePoint, l'utilisation des logiciels comme Planner, comme ce que vous avez évoqué. Donc, on va aller vers un outillage beaucoup plus collaboratif. Donc, ce que je suis en train de mettre en place avec l'aide de la direction, c'est d'associer cette migration à avec des formations, c'est-à-dire de ne pas, passez-moi l'expression, lâcher les utilisateurs dans la nature sur ces outils collaboratifs. Sinon, ce que ça peut donner à un moment donné, passez-moi l'expression, je suis quelqu'un qui utilise des mots de la vie courante, ça peut donner un beau bordel avec une architecture dans SharePoint qui sera encore plus compliquée que celle des serveurs de fichiers. Voilà, donc il va y avoir un accompagnement qui va être fait, mais ce que vous pouvez retenir, c'est que on va tous migrer sur Office 365, ce qui fait que à la fin de ce projet, il y aura plus, on va supprimer tout ce qui existait sur Office et ensuite on utilisera Teams par rapport à WebEx, c'est-à-dire que WebEx en tant qu'outil de communication disparaîtra. Si on peut passer à les slides suivantes, s'il vous plaît. Donc, le sujet sur les accès aux applications RH, donc il faut qu'on regarde ça de près avec nos collègues de la RH, mais logiquement, je dis bien logiquement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc, ce que je vous demande là-dessus, c'est pour ceux qui ont, si le problème est sur des populations, donc Laurent ou Patrick ou Afid qui est là aujourd'hui, nous remonte, je dirais, la population touchée. Si c'est des dysfonctionnements individuels, si vous pouvez, s'il vous plaît, passer par les process d'incidents, tickets, et ainsi de suite, ça sera pour nous beaucoup plus simple. Mais a priori, il ne doit pas y avoir de sujet puisque on est tous sur ce qu'on appelle un Active Directory unique. Donc, les applications étant elles-mêmes recensées, ça devrait normalement ne pas passer poser de sujet. Et la dernière question, je pense que j'y ai déjà répondu. Alors, il y a pas mal d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Donc, une première question, pourquoi pas de hotline 24/7? C'est un des sujets que l'on va regarder dans la transformation de l'infrastructure. Donc, maintenant, je peux le dire parce que c'est quelque chose qui a été validé par les CSE. Donc, on a comme objectif de créer une société informatique dans le groupe qui sera 100% une filiale de Dio-CLC, mais qui aura une particularité, je dirais, c'est qu'elle sera membre du Syntec. Et qui dit membre du Syntec dit qu'une plus grande souplesse, je vais le dire comme cela, pour mettre en place des systèmes d'astreinte. Parce que qui dit 24/24/7/7 dit mise en place de systèmes d'astreinte et tout ce qui va avec. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va notamment traiter dans le cadre de la transformation infrastructure. Ensuite, il ne faut pas minimiser le fait que tout cela a un coût. Donc il y aura obligatoirement à un moment donné un arbitrage coût-bénéfice, puisque il faut avoir, vous voyez ce que ça veut dire de faire une couverture 24/24/7/7
Ça veut dire qu'il faut des personnes qui travaillent 24/24, 7/7. Ok, merci. Autre question, pourquoi n'y a-t-il que très rarement d'infos sur les root causes des incidents, ce qui crée de nombreuses frustrations chez les collaborateurs? Oui, donc ça, c'est quelque chose que je suis en train de changer. Historiquement, c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de communication ou des communications claires sur le sujet. Donc, on a fait une première communication à tous les collaborateurs des sites parisiens il y a 2 semaines. Donc, on va la faire de façon régulière. Et puisque aujourd'hui, mon point, c'est pas on va dire c'est d'avoir vraiment ce que j'appelle le langage vrai sur ces sujets-là. Après, il y a un travail qu'il faut que l'on fasse. On n'est pas aujourd'hui, loin de là, les champions de la communication. Donc, on va y travailler en interne. Ça va de pair avec un changement d'organisation au niveau de la DSI qui est en cours. Donc, c'est des sujets sur lesquels on travaille, qui vont mettre du temps, mais c'est quelque chose sur lequel nous travaillons. L'idée étant vraiment d'anticiper et surtout essayer de faire de la communication proactive. Mais là, il y a un travail à faire sur l'infrastructure, parce que pour faire de la communication proactive, il faut avoir des process qui vérifient de façon proactive toutes les couches de l'infrastructure, ce qui n'est pas obligatoirement le cas aujourd'hui au sein du groupe. Merci. Est-ce que vous envisagez avec les BU de mettre en place une véritable relation contractuelle avec des KPIs dédiés sur la disponibilité des outils et les temps de réponse aux équipes? La réponse est oui. Alors, il y a deux sous-ensembles. Il y a le sous-ensemble sur l'infrastructure et le sous-ensemble sur les applications. Donc, sur l'infrastructure, le fait également que nous créons une société fait que nous allons mettre en place des contrats de service. Donc, un contrat de service informatique, souvent, va de pair avec des KPI. Et dans le cadre du projet infrastructure, on va mettre en place des KPI. Et ce sujet-là, ça sera le même que celui de tout à l'heure sur 24/4, 7/7. C'est que qui dit contrat de service, c'est pas à vous qui travaillez avec des clients à qui je vais l'apprendre, dit qu'il y a toujours un équilibre à trouver entre le coût et le prix payé. Donc là, je me ferai un plaisir de revenir vers Frédéric pour voir jusqu'où il veut aller sur ce type de processus. Mais indépendamment de la demi-plaisanterie que je fais, je pense qu'il faut qu'on mesure un peu plus notre activité, ce qui n'est pas le cas clairement ce qui n'est pas le cas clairement aujourd'hui dans notre contrat actuel avec Soprasteria. Soprasteria, pour être très clair, si, passez-moi l'expression, je les colle au mur, ils ne doivent rien. Puisque aujourd'hui, il n'y a pas de KPI engageant contractuellement pour eux dans le contrat qui nous lie aujourd'hui. Ok. Il y a également tout un faisceau de questions qui tournent autour du fait de devoir switcher soit entre le VPN et Citrix en fonction des applicatifs qui sont utilisés, soit entre les navigateurs Edge, Chrome. Pareil, en fonction des applicatifs utilisés, ce qui n'est pas forcément pratique pour les utilisateurs. Non, Donc, là, quelle solution? la solution là, donc là, on est plutôt sur la partie applicative. Donc j'ai beaucoup parlé de l'infrastructure parce que c'est le sujet du moment, mais on travaille également sur la partie applicative. Et ce que vous évoquez là, c'est qu'on a une très grande hétérogénéité d'applications. Donc, on peut avoir des applications qui sont compatibles avec un navigateur, l'autre non. Des applications qui demandent à être VPN, d'autres non. Donc, tout ça fait que pratiquement chaque application a sa spécificité. Donc, ça, en termes de timing, parce que je disais tout à l'heure que je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, en termes de timing, la partie infrastructure sera plus rapide que la partie applicative. La partie applicative, pour partir de la situation actuelle à une situation optimum, c'est minimum 3 ans. C'est-à-dire qu'on ne part pas de la situation sur laquelle nous sommes à une situation optimum, comme celle qu'on peut trouver dans certaines entreprises, même en y mettant des dizaines de millions en un an. Donc, clairement, on va mettre la priorité sur la partie infrastructure pour que ça soit beaucoup plus fluide, pour éviter tout ce que vous pouvez vivre aujourd'hui.
Et en parallèle, mais ça prendra plus de temps, on va travailler sur toute la partie applicative. Et sur la partie applicative, on va commencer dans un premier temps sans doute par les applications web, comme on les appelle, pour plein de raisons, parce que ça va permettre d'aller vers une amélioration des process digitaux qu'a évoqué tout à l'heure brièvement Frédéric. Et d'une part, d'autre part, on a également des sujets sur ces fronts web de renforcement de la sécurité, clairement. Hein. Donc c'est quelque chose sur lequel aussi il faut que l'on travaille. Donc je suis en train de faire une cartographie des applications et de leurs risques associés pour ensuite défendre un plan de remédiation. Voilà, parce qu'on a eu depuis le début de l'année quelques mésaventures sur des sites web véhiculant soit de la donnée médicale, soit de la donnée financière. On va peut-être prendre une ou deux dernières questions. Alors, donc une question qui est revenue plusieurs fois, qui est de savoir que faire en cas de perte de mail dans Outlook à l'occasion des migrations, voire de perte de fichiers sur le réseau. Alors, là, il y a deux sujets. Donc, normalement, on a, enfin, je dis bien normalement parce que je ne connais pas encore tous les process historiques de l'entreprise, mais on a des systèmes de sauvegarde sur les boîtes mail et sur les PC et sur les serveurs de fichiers. Donc, logiquement, on doit tout retrouver. Après, il y a eu en effet des mails a priori de perdus au moment de la migration. Donc ça, on est en train de regarder avec Microsoft parce que de toutes les manières, on a les mails je dirais, qui sont encore sur la boîte historique et on a les mails qui ont été migrés. Donc là, ça va être du travail, je dirais, qui va devoir être fait, je pense, individu par individu. D'accord. Parce que c'est pas systématique. D'accord. Heureusement d'ailleurs. Une dernière question. À quel horizon on peut estimer revenir sur une situation à peu près normale sur la messagerie et globalement sur les problématiques? Ouais, je pense que sur les problématiques réseau, je pense que on doit revenir à une situation normale avant la fin de l'année. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on n'ait plus, qu'on puisse faire des sessions de Webex et autres de façon optimum. D'ailleurs, là, je vois qu'a priori, celle-ci se passe à peu près bien. Donc, ça me permet de mesurer aussi. Je ne sais pas combien il y a de personnes aujourd'hui qui sont dans les locaux, mais il y en a peut-être que deux. Hein, peut-être que tous les autres sont à leur domicile. Mais je pense que tout ce qu'on fait est en train quand même de porter ses fruits. Pour répondre à la question, je pense que fin d'année, on devrait être revenu à une situation normale. Ensuite, il y a un sujet, je ne l'ai pas évoqué, mais sur lequel nous travaillons, parce que j'ai beaucoup parlé des incidents réseau, mais il y a eu également des sujets qu'a évoqué Frédéric et que Laurent Bonnotte connaît bien, où on a eu des coupures d'une demi-journée. Ces coupures-là sont un défaut de process de gouvernance. Ça n'a rien à voir avec des problèmes, je dirais, d'infrastructure. C'est des problèmes de changement informatique qui sont faits sans respecter les règles qui devraient être celles qu'on respecte quand on fait ce genre d'opération. Donc là, c'est un travail sur la gouvernance avec Sopra, avec mes équipes, pour sécuriser tous ces changements qui sont faits et qui ne doivent pas être faits en pleine journée, sans vérification, enfin voilà, sans rentrer dans le détail. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Merci beaucoup, Yann. Voilà. Et Donc, Yann, j'ai vu qu'il y a une dernière question, mais tu as une demi-seconde. Pourquoi on va sur Teams, qui est américain? Et donc, on ne sait pas si les données ne sont pas sur le cloud américain quand nous, on prône à nos clients la donnée française, l'entreprise française. Alors, Webex, c'était pas mieux, hein, je pense. Et donc, la personne parle de Atos Worldline, que je ne connais pas. Hein. Alors, honnêtement, moi, j'aime mieux Teams parce que je le connais bien. Mais y a-t-il un risque de sécurité des données derrière, en fait? non, parce que aujourd'hui, vous imaginez bien que tous ces sujets-là ont déjà été traités. Aujourd'hui, 70-80% des entreprises, pour pas dire plus,
européennes et même françaises sont sur Office 365 et puis ça peut être aussi un sujet parce qu'il y a de moins en moins de concurrence puisque les autres messageries ont disparu les unes après les autres. Voilà, aller vers Atos aujourd'hui, avec ce qu'on entend sur Atos, je suis pas certain que ça soit une bonne idée. Et sur le dernier point, tous les sujets de Global Hack, tous les sujets un petit peu touchy de gestion de la donnée, les données de santé et ainsi de suite. Donc maintenant, toutes les grandes banques qui elles-mêmes sont également chez des opérateurs comme Microsoft, on va dire maintenant tout a été renforcé. On est nous sur un data center, mais pas au niveau des US, on est sur les clouds européens. Donc je crois que le site primaire est en Irlande et le site secondaire en Allemagne. Et tous les sujets de data privacy et autres sujets sont contractuellement protégés. Et aujourd'hui, on a plus de sujets d'avoir, on va dire, des datas qui sont sur le cloud. Il y a de moins en moins, il y en a encore, mais de sociétés ou de clients qui attachent une très très grande importance. Mais il y en aura encore, mais je pense qu'au fur et à mesure, c'est quelque chose qui va disparaître. Ok, bah écoute, en tout cas, un grand merci à toi. Je pense qu'on mesure la tâche qui est devant toi et le travail qui est à l'informatique, que ce soit pour les applicatifs et ce que tu disais, l'architecture qui était pour l'instant le cœur du sujet. Je trouve que ça va mieux. J'étais le premier à gueuler quand ça n'allait pas, donc voilà, je trouve que les problèmes s'arrangent un peu. Donc on croise les doigts et on te souhaite bonne chance pour que d'ici fin décembre, cette partie-là soit traitée. Et pour connaître les outils qu'on va mettre en place l'année prochaine, je pense qu'on va se doter de vrais bons outils. Et on aura voilà, un poste de travail, je pense, de qualité quand il sera mis en place Voilà. l'année prochaine. Voilà, bah écoutez, c'était un plaisir de vous avoir. À nouveau, bienvenue à toi, Laurent, au sein des équipes. Si je retrace rapidement, le groupe est à une croissance de 10% en fin août, donc c'est plutôt bien. 14% pour MSH, même si c'est moins pour la France. Au global, on se porte bien, donc tant mieux. N'hésitez pas à nous faire vos retours d'expérience par rapport au Flex. Bravo aux équipes. Je ne pourrais pas tout citer. Tu as parlé des Mofa, Gabon, Irak, Airbus, Accor, Audemars, Piguet. Qu'est-ce que j'oublie? J'en oublie sûrement d'autres. Et bravo aussi pour les équipes à l'individuel, puisqu'on voit bien que la production part bien en ce moment. Donc, bien, on avait dit, Fabrice, 200 000 par mois, hein, c'est ça, hein. J'augmente à chaque fois un petit peu plus. Donc voilà, et puis merci Dominique pour la partie réseau, donner accès aux meilleurs soins possibles, aux meilleurs coûts si j'ai bien compris. Donc c'était très clair, merci à toi. N'hésitez pas à donner votre retour ensuite au survey qui va avoir lieu. Et puis bon courage puisqu'on est dans la période chaude, au moment où il va y avoir des renouvellements, il va y avoir des mises en place de contrats. Il y avait les gens d'Airbus hier avec Inox. Donc voilà, c'est ce que j'ai appelé le sprint de l'année. Je vous souhaite à toutes et tous du courage pour cette période extrêmement importante pour nos renouvellements et pour nos mises en place, pour que tout se passe bien l'année prochaine et qu'on puisse démarrer sur les chapeaux de roue. Voilà, merci à toutes et à tous et puis une bonne fin de semaine et bon courage pour ce sprint. Merci, au revoir. Merci.